Bien, bonsoir, bienvenue à ce bloc numéro 4 du cours de cette année, où je vais parler pendant les 2 heures cette fois, donc il n'y aura pas de variété. Alors on va faire ce qu'on va faire, c'est un peu une promenade un tout petit peu dans les questions et dans les institutions, qui sont questions et institutions du système bancaire, du système financier d'aujourd'hui. Donc, je vous raconterai toute une série d'histoires. Dans ma métaphore précédente, il y aura beaucoup de plats, un certain nombre de descentes et parfois des montées. Alors les montées, pourquoi? Parce que j'essaierai de faire malgré tout, donner un point de vue analytique sur la question de la fragilité bancaire, sur les questions de panique. Comment peut-on comprendre les paniques? Et donc ça, c'est évidemment dans la logique des questions que j'avais posées en introduction de ce cours lors de la première séance. Première question, donc, généralité sur la nature de la fragilité bancaire. Et on va revenir un petit peu sur ce que j'avais dit la dernière fois, sur l'histoire de la banque, du moins sur ce que j'avais mis en exergue comme une rupture qui conduisait du XVIIe siècle à nos jours. Alors cette rupture, c'est que il y avait donc des institutions qui recevaient des dépôts au milieu, fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Vous venez confier de l'or ou des métaux précieux, on vous remet un certificat, qui est un certificat de dépôt. On appelle aussi billet, et qu'on appelle note en anglais déjà. Évidemment, le certificat peut circuler de façon comme moyen de paiement, comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que si vous avez ceci, et s'il est suffisamment fractionné, c'est la première remarque, c'est-à-dire si, au lieu de vous donner un certificat attestant que vous m'avez remis une tonne d'or, je vous remets 10 000 certificats attestant que vous m'avez, avec chacun 100 grammes d'or. Ça peut servir si ces certificats sont acceptés comme moyen de paiement, ça peut servir à payer les services ou les biens que vous acquérez. Alors donc ces certificats, s'ils sont crédibles, peuvent circuler, ils peuvent être des moyens de paiement. Vous n'avez pas à chaque fois à revenir chercher votre or, à le donner à votre interlocuteur, qui reviendra le déposer chez moi. Dès lors qu'il y a crédibilité de ces certificats, eh bien, ils peuvent circuler. La rupture plus importante que j'avais mise, la bifurcation, cette fois, c'est lorsque les banquiers, l'institution que j'ai en tête, s'est mise à décider de donner des certificats de dépôt à des gens qui n'avaient pas fait de dépôt. Alors évidemment, moyennant contrepartie, bien entendu, mais à partir de ce moment-là, il y avait plus de certificats de dépôt qui circulaient qu'il n'y avait d'or sur lequel ils étaient gagés. Donc si tout le monde, alors certificats de dépôt pouvaient continuer à circuler, mais si tout le monde venait les chercher, se produisait avec ce certificat de dépôt chez vous en vous demandant de l'or, vous étiez incapable de répondre à ça. Et alors la question que j'avais posée, qui est une grande question, est-ce que ça c'était une innovation géniale ou une escroquerie? Et je vous avais dit que c'était un petit peu les deux. Si vous écrivez que vous avez reçu un dépôt que vous n'avez pas reçu, ça s'appelle quand même une escroquerie. Malgré tout, c'est un moyen ça a été la base du système bancaire actuel dans lequel on crée de la monnaie. On crée de la monnaie d'une manière très analogue à celle que j'ai indiquée ici. Et cette monnaie a malgré tout une utilité qui est, elle contribue au bon fonctionnement du système de paiement. Du moins, c'est la conjecture la plus raisonnable. Donc on accroît le volume des moyens de paiement en faisant la création monétaire. Voilà donc l'innovation. Alors, quel rapport il y a entre cette institution du XVIIe siècle et ce qu'il y a aujourd'hui, la banque de dépôt moderne, la banque commerciale moderne? Au XVIIe siècle,
Alors, premièrement, des certificats de dépôt, il y en a autant que éventuellement de banquiers qui écrivent des certificats de dépôt. Donc, il y a autant de monnaie qu'il y a d'institutions bancaires, en un certain sens, et elles peuvent s'échanger, bien entendu, puisqu'elles sont toutes libellées en or. Le certificat de dépôt, c'est un certificat de dépôt d'une certaine quantité d'or. Donc, en principe, si vous avez deux banquiers crédibles qui vous ont fait des certificats de dépôt, vous pouvez les échanger. Alors, qu'est-ce qu'il y avait au bilan de ces institutions bancaires? Bien, à l'actif, vous aviez, ce dont vous disposiez, l'or qui avait été déposé. Vous avez également les prêts que vous avez faits, en contrepartie de certificats de dépôt qui n'étaient pas liés à des dépôts d'or. Et au passif, vous avez tous les certificats de dépôt, c'est-à-dire on peut vous réclamer, contre certificat de dépôt, on peut vous réclamer de l'or. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans une banque moderne? Alors, quel est le lointain avatar de ces maisons du XVIIe siècle? C'est la banque commerciale moderne. Alors, mais je vais prendre une banque un peu caricaturale, c'est-à-dire une banque de dépôt qui ne ferait que des dépôts, et que des dépôts à vue, pour simplifier. Alors, bien entendu, même les banques de dépôt ont dans leur compte des dépôts à terme, etc. Alors, premièrement, la première chose, c'est qu'il y a, j'avais dit, il y avait autant de monnaie qu'il y avait d'institutions, mais c'est toujours le cas. Il y a autant de monnaie qu'il y a de banques. Il y a une monnaie Crédit Lyonnais, il y a une monnaie BNP. Simplement, elles sont échangeables à des taux fixes avec la monnaie centrale. Elles sont toutes libellées, en fait, en monnaie centrale. Mais, en un certain sens, ces monnaies ont été créées au travers de prêts, d'autorisations de découvert. On vous a autorisé un découvert, donc on a augmenté la masse de monnaie. Ce découvert qui vous a été autorisé, il est en monnaie Crédit Lyonnais, par exemple, mais vous pourrez l'échanger contre la monnaie BNP. Alors, quel est le bilan de ma banque simplifiée, là, ma banque qui serait que banque de dépôt? Bien, à l'actif, elle aurait ce qu'on avait appelé tout à l'heure, c'est la monnaie centrale, c'est-à-dire la quantité de monnaie, cette fois émise par la Banque centrale, ou la somme des dépôts qu'elle a à la Banque centrale, ce qu'on appelle la monnaie centrale, et puis, alors qui remplace l'or de ma situation antérieure, et puis les prêts de l'autre côté. Au passif, eh bien, elle a les dépôts, bien entendu. Les dépôts, ce sont ces certificats, mais ils sont mobilisables avec le carnet de chèques ou le distributeur automatique. Dès lors que vous avez un dépôt, vous pouvez aller l'utiliser, votre carnet de chèques, vous pouvez aller au distributeur automatique, donc c'est des dépôts mobilisables. Et puis au passif, il y a ce que les anglo-saxons appellent le equity capital, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent les fonds propres, avec le capital. Et en principe, tout ce qui est à l'actif, là, on a un système comptable, actifs et passifs sont équilibrés. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que la somme des dépôts à vue, c'est ce qu'on appelle, auquel on ajoute les billets, c'est ce qu'on appelle la monnaie au sens de M1. Il y a plusieurs agrégats monétaires, mais ce qu'on appelle M1, c'est la monnaie la plus évidemment monnaie, en quelque sorte. C'est la somme des dépôts à vue, c'est-à-dire ce que vous pouvez mobiliser avec votre carnet de chèques, plus des billets en circulation. Alors il y a aussi M2, M3, parce qu'évidemment, si vous avez des dépôts qui ne sont pas des dépôts à vue, mais qui sont extrêmement facilement transformables, qui sont extrêmement liquides, on reviendra beaucoup sur cette idée de liquidité la fois prochaine, eh bien, c'est presque de la monnaie. La différence entre de la monnaie que vous pouvez mobiliser immédiatement et un compte d'épargne que vous pouvez mobiliser, par exemple, il faut attendre un mois où vous avez une pénalité, etc. Et il y a évidemment tout un continu d'actifs que vous avez à votre disposition. Et il y a un agrégat qui s'appelle M3, etc. Donc, alors pourquoi je dis... alors bien naturellement, entre ma banque de dépôt simplifiée que j'ai présentée ici et ce qu'il y avait au XVIIe siècle, il y a évidemment une longue histoire. Et cette longue histoire, sur laquelle je vais vous donner quelques coups de projecteur, je ne suis pas un spécialiste de cette longue histoire, donc ce que j'en sais, c'est ce que j'en ai lu souvent assez récemment d'ailleurs, mais c'est une histoire assez passionnante. Et il est évident que c'est un processus d'essai et d'erreur.
C'est un processus en temps réel. Ce n'est pas un genre de grande pensée éclairée que l'on applique sur le monde. C'est vraiment des expériences que l'on fait et dont on tire des conclusions, dont on tire des enseignements. C'est vraiment, les institutions sont le produit de la sélection naturelle, d'une certaine manière. Premier point que je veux mettre en exergue. Deuxième élément de ce processus, sur lequel je vais revenir un petit peu tout à l'heure, mais sur lequel c'est évidemment l'émergence du système de banque centrale. J'ai introduit l'idée de banque centrale, puisque j'ai parlé de monnaie centrale tout à l'heure, qui était l'équivalent de l'or. Alors les banques centrales, là aussi, l'histoire des banques centrales, je vais y revenir tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez divers, parce que ça varie selon les pays. Alors je vous rappelle ici, par exemple, que la Banque d'Angleterre a été créée en 1694, la Banque de France en 1800, et que ces banques sont d'abord des banques privées, mais qu'elles sont sévèrement encadrées par la puissance publique. Et qu'elles sont toujours sous une sorte de tutelle publique. Ensuite, elles deviennent éventuellement des banques publiques. Et la Banque centrale a évidemment deux fonctions. La première, c'est la banque des banques. Les comptes des banques sont à la Banque centrale, donc elle joue ce rôle, enfin cette formule dit bien ce qu'elle veut dire. Et deuxièmement, c'est aussi la banque de l'État. Et ça, dans le processus, il y a toujours eu un lien assez étroit entre l'État et les banques centrales, lien qui s'exprime dans le fait que les banques centrales sont devenues, après un certain temps, les banques de l'État. Bon. Donc ça c'est le deuxième point de cette évolution, émergence d'un système de banque centrale. Et troisième point, alors c'est concomitant, c'est le processus de dématérialisation, c'est-à-dire l'abandon de la correspondance entre la monnaie centrale, la monnaie émise par les banques centrales, et l'or. Évidemment, ça nous amène au système moderne, dans lequel, je l'ai suggéré tout à l'heure, il y a une monnaie centrale dématérialisée qui remplace l'or. Les monnaies privées sont pleinement convertibles en monnaie centrale, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit aussi que chaque banque avait un compte en monnaie centrale à la Banque centrale. Et j'ajoute, alors ça c'est évidemment important, et on va en discuter assez longuement, la Banque centrale contrôle les conditions de refinancement. C'est-à-dire quand les banques périphériques ont besoin de monnaie centrale, eh bien, il y a un contrôle de la Banque centrale sur la forme de réponse à ce besoin. Alors pourquoi j'ai dit que l'État avait joué un rôle très important dans le processus de transformation? À nouveau, je n'en suis pas le meilleur connaisseur. Le fait que l'État s'intéresse à la monnaie, ce n'est pas nouveau. Comme je vous l'avais dit, comme vous le savez, les monnaies étatiques sont très anciennes. C'était l'État qui contrôlait que les pièces métalliques avaient la quantité d'or qui était nécessaire, etc. Alors pourquoi l'État a-t-il de l'influence? Il y a certainement une raison en termes de monnaie, c'est que c'est l'État qui détermine ce qui est accepté pour le paiement de l'impôt. En particulier, il peut décider que telle monnaie est acceptée pour le paiement de l'impôt. Il y a eu des épisodes, la banqueroute de l'eau, par exemple, dans lequel on a dit à un moment que les billets de la banque créés par M. Lowe étaient acceptables pour payer l'impôt. Donc il a un levier permanent très important. Ensuite, il y a évidemment une autre raison qui va apparaître pour l'intervention de l'État, c'est que le système, il y a une fragilité du modèle bancaire que je viens d'esquisser, sur lequel je vais revenir, et qu'évidemment, l'État est en première loge pour réguler ce système, pour éviter qu'il se casse la figure, pour éviter les crises. Alors, quelles sont les sources de fragilité initiale? Je les ai mentionnées, elles sont un peu élémentaires. Dans la banque du XVIIe siècle,
je répète ce que vous avez à l'actif et au passif. Hein. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait à nouveau plus de certificats de dépôt que d'or et que les gens viennent chercher leur or. Et si tout le monde vient retirer l'or alors qu'il n'y en a pas assez, eh bien, elle fait faillite. Alors ça s'appelle les paniques bancaires, hein, en anglais les bank runs. Évidemment, les paniques bancaires, il y a de très nombreux exemples historiques. Par exemple, si vous lisez un livre que j'ai lu il y a bien longtemps, alors là, il y a très longtemps, c'est un livre de Galbraith, l'économiste américain célèbre, enfin, non pas le fils, mais le père, et il a écrit un livre qui s'appelle en anglais Money, qui a été traduit en français sous le titre de l'argent, ce qui me paraît une bonne traduction par ailleurs, et dans lequel il raconte l'histoire de la monnaie telle qu'il la voit. C'est une histoire extraordinairement intéressante, bien sûr, et qu'il raconte de façon extrêmement vive et amusante. Et en particulier, on ne peut pas oublier, lorsqu'on a lu le livre, les histoires des paniques bancaires au Far West, par exemple. C'est des épisodes relativement récurrents. Et il y a toute une série d'histoires absolument passionnantes sur ce sujet. Alors, pourquoi fragile? Alors, quelles sont les permanences des fragilités? Il y a permanence du risque de panique. Des faillites bancaires, il y en a encore, il y en a toujours. Il y en a eu beaucoup, par exemple, au moment de la crise de 1929. Par rapport... dans l'élément de fragilité, il y a toutes les choses que je n'ai absolument pas évoquées, mais qui sont très importantes pour comprendre l'évolution du système, qui est liée aux échanges internationaux. Quand le système était, quand la monnaie centrale, enfin quand la monnaie était gagée sur l'or, et que, par exemple, comme c'était le cas éventuellement en Angleterre pendant un certain temps, et que l'Angleterre avait un déficit de balance des paiements, c'est-à-dire qu'il y avait des étrangers qui avaient des livres et ils venaient non pas dans les banques anglaises pour faire un dépôt, mais ils venaient dans les banques anglaises pour retirer de l'or en contrepartie des livres. Donc il y a dans toute l'histoire de monétaire, il y a une imbrication entre les problèmes de commerce international et les problèmes monétaires stricto sensu. Donc c'est une autre forme de fragilité. Alors évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les banques de dépôt aujourd'hui ont la même forme de bilan. Est-ce qu'il y a risque de panique? Pour une banque, pour la banque, en particulier pour la banque de dépôt simplifiée dont j'ai esquissé la description tout à l'heure. La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que les dépôts sont assurés. Ils sont, en tout cas les dépôts à vue, ça date je crois, de 1933 aux États-Unis, la création d'une assurance obligatoire qui est avec le FDIC, ça s'appelle le Federal Deposit Insurance Corporation, ou Company, je ne sais plus bien. Et donc, les banques sont obligées de s'assurer, mais en cas de faillite, les déposants sont remboursés à une hauteur assez importante. Donc, il n'y a plus de risque de panique bancaire en ce qui concerne les aspects dépôt à vue en tout cas, et à peu près et ceci est valable dans beaucoup de pays du monde, pour autant que je sache. Alors ça ne veut pas dire que le système bancaire reste n'est pas fragile. Hein. En particulier si vous regardez quelque chose comme le ratio dette sur capital. Sur capital, sur fonds propres, si vous voulez. Hein, pour les États-Unis, en 1985, il était de 11 pour la catégorie des banques commerciales. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il y a dans les banques commerciales. C'est un concept qui varie selon qu'on se trouve aux États-Unis, en Europe, etc. Donc je ne serai pas extrêmement précis. Mais 11, ça veut dire que vous avez 11 fois plus de dettes que de fonds propres. Par rapport à... Et pour les banques d'épargne, pour les banques spécialisées en épargne, c'est 28. Ça, vous pouvez comparer ça avec ce qui se passe dans les autres secteurs, hein, où ce ratio est de 1, 2 ou 3, c'est-à-dire que 3, ça veut dire que la dette est 3 fois plus importante que le capital ou que les fonds propres. 1, ça veut dire que c'est du même ordre de grandeur. Donc, il y a vraiment une structure de bilan dans ces termes-là qui est très différente, évidemment, qui explique la plus grande fragilité. Alors,
Là où je vais faire quelques réflexions qui ont un contenu analytique, c'est pour essayer de comment est-ce qu'on peut comprendre les paniques. Les paniques, c'est quand les gens n'ont plus confiance et qui viennent. Alors les paniques bancaires spécifiques, j'ai raconté ici, mais les paniques, c'est plus général. La crise financière qu'on a vécue, c'est l'expression d'une certaine panique, d'une perte de confiance par une partie du système dans l'autre partie du système. Donc ça vient de ce genre. Alors comment modéliser et expliquer les paniques? C'est que les paniques, c'est difficile à expliquer. Pourquoi? Parce que les paniques, c'est un peu autoréalisateur. C'est un phénomène, si vous croyez que la panique, si vous pensez que tout le monde anticipe la panique, eh bien vous paniquez également. Si vous pensez que tout le monde, si personne n'anticipe la panique et que vous pensez que personne n'anticipe la panique, ben vous ne paniquez pas. Donc on est dans un monde où tout peut se passer, où on panique ou on ne panique pas, mais ce n'est pas très satisfaisant, bien entendu. On aimerait savoir qu'on a l'impression que malgré tout, le fait qu'on panique ou qu'on ne panique pas est lié à des choses relativement tangibles. Donc, en fait, dans nos catégories, comme je vais vous montrer tout à l'heure, il y a un équilibre multiple à la panique. Par exemple, panique d'une banque, je vais vous raconter une petite histoire là-dessus, soit il y a deux équilibres, soit tout le monde va se retirer ses dépôts, soit personne ne les retire. Les deux sont plausibles. Si vous croyez que personne ne les retire, vous ne retirez pas. Si vous croyez que tout le monde les retire, vous retirez. Donc, malgré tout, c'est un petit peu embêtant, parce que ça veut dire, est-ce qu'il faut renoncer à comprendre la logique à l'œuvre? Si on veut comprendre, par exemple, des choses comme la régulation du système bancaire, il faut essayer de comprendre ce qui crée les paniques, ce qui crée la fragilité du système. Donc, c'est le petit exercice auquel je vais essayer de me livrer maintenant. Alors pour ça, je vais prendre le... Alors il faudrait que je prenne... Ah, je n'ai pas le petit instrument. Ah si, sans doute, ça doit être ça. Voilà. Alors... Donc on va être dans un monde dans lequel il y a une banque. Cette banque, elle a un bilan. D'un côté, elle a de la monnaie centrale et des prêts. On ne va pas regarder de très près d'ailleurs, parce que, pardon, on va regarder de très loin la structure. Et puis en passif, elle a des dépôts et des fonds propres. Alors je suppose qu'elle a une masse de dépôts qui est 1 par convention, par normalisation. Et que, en fait, elle a un continu de déposants qui chacun ont une unité et que la masse de ces déposants est 1. Tout ceci est simplement pour mettre... c'est une définition conventionnelle du problème. Ce qui n'est pas conventionnel, c'est qu'ils ont évidemment tous le même dépôt, mais pour le reste, c'est purement conventionnel, c'est la définition du nombre 1. Alors, j'ai supposé que la banque... lorsqu'on vient réclamer des dépôts, elle est capable plus ou moins de répondre. Il y a un coefficient de petit q que j'appelle la liquidité de la banque. Alors je suis très sommaire. Et grosso modo, si mon coefficient de liquidité est petit q, et si la proportion de gens qui viennent demander le retrait de leur dépôt est inférieure à petit q, eh bien, elle ne fait pas faillite. S'il est supérieur à petit q, son degré de liquidité, elle ne peut pas répondre à la demande de dépôt, elle fait faillite. Donc, il y a une certaine capacité de la banque, qui est mesurée par un paramètre dans 0,1, à répondre à une demande de dépôt, à faire face à ce qui serait une panique. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous qui avez à décider si vous allez demander un retrait ou pas, eh bien vous allez, si vous demandez un retrait et que la banque ne fait pas faillite, vous avez un coût. Si vous ne demandez pas le retrait et que la banque fait faillite, vous avez un autre coût. Donc grosso modo, votre décision est liée, dépendant de la valeur relative de chacun des coûts, simplement liée à la probabilité que vous assignez au fait que la banque fasse faillite. Il y a un seuil de probabilité à partir duquel vous
si vous pensez que la banque a une probabilité supérieure à F de faire faillite, eh bien, il y a un certain seuil qui est déterminé par vos considérations exogènes que je viens de donner ici, un certain seuil dans lequel vous décidez de vous joindre à la demande de retrait. Donc voilà un petit peu les bases du modèle. Et là-dessus, alors le problème, soit Q est connu, première hypothèse. Alors si Q est connu, je suis dans le cas précédent. C'est-à-dire il y a deux équilibres au sens des données à ce terme en économie. Soit tout le monde, et c'est quel que soit Q, soit tout le monde vient retirer, et dans ce cas, la banque fait faillite, c'est un équilibre, parce que si chacun, sachant que tout le monde va retirer, il a intérêt à retirer, soit personne ne retire, c'est un équilibre, puisque chacun, sachant que personne ne retire, n'a pas intérêt à retirer. Donc pour toute valeur de Q, sauf Q qui serait exactement égal à 1, puisqu'à ce moment-là, le problème perd son sens, pour toute valeur de Q, il y a deux équilibres, soit panique, soit pas panique. On va essayer de rendre les choses un peu plus compliquées, mais en même temps un peu plus réalistes. On va dire que petit q, ce que j'ai appelé la liquidité de la banque, le coefficient qui mesure sa capacité à faire face au retrait, c'est une variable aléatoire. Alors, cette variable aléatoire, éventuellement connue de la banque, n'est pas connue des déposants. Elle n'est pas connue des déposants, mais ils reçoivent un signal sur la capacité de la banque à répondre. Ils reçoivent un signal, c'est-à-dire si la vraie valeur est petit q, alors ils reçoivent un signal entre Q plus E et Q moins E. Donc chacun d'entre vous reçoit un signal qui est une valeur, qui est une approximation de la vraie valeur, c'est un tirage bruité de la vraie valeur. Et pour la simplicité, on va supposer que l'intervalle dans lequel vous recevez le signal est petit et que la densité de probabilité de votre signal est uniforme. C'est-à-dire que dans cet intervalle Q plus E, Q moins E, tout est également probable. D'accord. Alors, qu'est-ce que... Alors, avec ces signaux, comment vous allez réagir? Comment vous allez vous comporter? Bien, le plus logique est de dire que vous allez vous comporter, la seule chose que vous avez comme information, c'est votre signal. Donc, c'est votre signal qui doit déterminer votre comportement. Donc, on va dire, et il y a des raisons plus profondes pour que ce soit vrai, c'est que vous allez adopter une stratégie seuil, c'est-à-dire une stratégie que j'ai appelée gâchette autrefois. C'est-à-dire si votre signal est plus petit qu'une certaine valeur, c'est-à-dire le signal de la qualité de la banque, ben, vous allez demander retrait de vos fonds, et si le signal est plus grand que cette valeur, c'est-à-dire si c'est un signal de bonne santé qui vous parvient, ben, vous ne demandez pas le retrait. Et tout le monde a des stratégies de ce genre. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas nécessairement, a priori, la même valeur pour le seuil auquel il va décider d'y aller ou de ne pas y aller. Alors, ce qu'on va voir malgré tout, c'est qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire si, pour vous qui recevez ce signal, si tous les autres adoptent la même stratégie. C'est-à-dire si tous les autres adoptent le seuil S'. En dessous de S', ils paniquent. En dessous de S', ils ne paniquent pas. Admettons que tout le monde adopte cette stratégie. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Alors, c'est ce qui est indiqué sur la prochaine diapositive. Je vais essayer de l'expliquer d'ici. Voilà, donc, S' est ici le signal qui est le signal seuil, le signal limite pour tout le monde. Je fais l'hypothèse que c'est vrai. C'est-à-dire si les gens reçoivent moins de S', ils s'en vont. Ils reçoivent plus de S', enfin ils s'en vont, c'est-à-dire qu'ils paniquent. Ils reçoivent plus de S', ils ne paniquent pas. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas leur retrait. Et moi, imaginons que je reçoive petit s. Alors qu'est-ce que je sais quand je reçois petit s? Bien, la première chose que je sais, c'est que je sais que la qualité de la banque, le coefficient Q qui détermine sa capacité à faire face à la situation, il est compris entre S plus E et S moins E. Pourquoi? Parce que je reçois quelque chose qui est entre Q plus E et Q moins E. Donc je suis sûr que le vrai signal est entre S moins E et S plus E. Naturellement, ça ne veut pas dire que je suis sûr que les autres vont recevoir un signal qui est dans cet intervalle. Mais je suis sûr que les autres vont recevoir un signal qui est dans S moins 2E et S plus 2E.
Parce qu'au pire, si la vraie valeur est S-E, les signaux vont être répartis entre S-2E et S. Si la vraie valeur est S plus E, les signaux vont être répartis entre S et S plus 2E. Si bien que quand je reçois S, j'ai une idée probabiliste, ça c'est la densité de répartition, du signal que reçoivent les autres. Donc s'ils ont cette stratégie, moi je sais, j'ai une idée probabiliste des signaux qu'ils reçoivent, et donc j'ai une idée probabiliste du fait qu'ils vont se retirer ou pas. Parce que j'ai une probabilité que le signal qu'ils reçoivent, eh bien, il est entre S plus E et S plus 2E, avec cette densité de probabilité. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais en déduire? Ça dépend où est S'. Supposons que S' soit par ici. S' est élevé. Donc ce que je reçois, S est plus petit que S' moins 2E. Pardon. Oui, S' est supérieur à S plus 2E. Pardon, S' c'est le début. Excusez-moi. S' c'est le moment où je panique. Donc je sais que les autres paniquent à un niveau S', et S' est supérieur à ce que j'observe plus 2E. Donc je suis absolument sûr que tous les gens ont reçu un signal inférieur à S', qui est leur seuil. Donc je suis sûr qu'ils paniquent. Donc je me retire. Si je reçois S inférieur à S' moins 2E, je me retire. Si je reçois S supérieur à S' plus 2E, je reste. Puisque à ce moment-là, S' est ici, et je sais que tous ont reçu un signal qui est supérieur à ce S', puisque leur signal a été compris entre S moins 2E et S plus 2E. Donc je reste. Donc, si S est plus petit que S' moins 2E, j'attaque. Si S est supérieur à S' plus 2E, je reste. C'est le premier point. Deuxièmement, ne bougeons pas S'. Si S, mettons-nous dans cette situation-là où je suis dans cet intervalle, S' est supérieur au S que je reçois. La chose que je peux remarquer, c'est que si S, si le signal que je compare deux situations, une dans laquelle je reçois S1 et la deuxième dans laquelle je reçois S2, S2 est plus grand que S1. Eh bien, je dis que si je reçois un S plus élevé, je crois que la faillite est moins probable. Pourquoi? Parce que pour chaque valeur de S égale Q plus E, si S égale Q plus E s'accroît, à S' donné, la faillite pour chaque état du monde, c'est-à-dire pour chaque valeur possible de E, est moins probable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'entre S' moins 2E et entre S moins 2E, entre S' moins 2E et S' plus 2E, il y a un seul signal petit s pour lequel je vais avoir indifférence. Si je suis plus petit que S' moins 2E, j'attaque. Si je suis plus grand que S' moins 2E, je reste. Entre les deux, il y a un seul signal pour lequel je vais être indifférent. Il y aura un signal pour lequel je vais dire je vais exactement hésiter. Sachant ce que font les autres, sachant qu'ils adoptent cette stratégie, je vais être absolument indifférent pour une valeur du signal compris entre les deux à rester ou à attaquer. C'est-à-dire que la probabilité sera ma probabilité limite. Deuxième remarque importante, c'est que si S' croît, S croît. C'est-à-dire si les autres paniquent à un niveau qui est plus élevé, eh bien, si je reçois si S' croît, c'est-à-dire si je fais l'hypothèse que tout le monde panique à un niveau de S', eh bien, moi, le signal auquel, à partir du moment où je vais commencer à paniquer, va aussi croître. Donc, je peux en conclure, pour chaque hypothèse que je fais sur la manière dont les autres répondent, en supposant qu'ils ont tous la même stratégie, il y a une meilleure réponse. C'est-à-dire qu'étant donné le choix de S' par le reste du monde, j'ai un choix de S qui, pour moi, est la meilleure réponse. Un choix de S pour lequel je suis, compte tenu du comportement qu'ils ont, je suis indifférent entre attaquer ou ne pas attaquer, entre demander mon retrait et ne pas demander mon retrait. Cette fonction, je l'appelle la fonction de meilleure réponse, H de S'. Et là, je l'ai indiqué, H de S'. Premièrement, elle est entre S moins 2E et S plus 2E, c'est la première remarque que j'avais faite.
Donc cette fonction est entre l'Agmi, ça c'est y égale s', hein. Elle est comprise entre s' moins 2e, pardon, et s' plus 2e, ça je le sais, c'est la première remarque. Et donc je vous dis, ben, elle a à peu près cette allure-là. La seule chose que je n'ai pas démontrée, c'est que la pente était plus petite que 1. Mais sous les hypothèses extrêmement minimales, c'est vrai. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que j'ai trouvé un équilibre. C'est-à-dire j'ai trouvé un mode de coordination plausible dans cette société, hein, qui est le choix par tout le monde d'un niveau S étoile à partir de quel moment ils vont se retirer, et que tel que ce niveau S étoile étant connu de tout le monde, il est de l'intérêt de tout le monde de répondre en choisissant le même niveau S étoile. Donc il y a un niveau S étoile auquel les autres vont décider d'attaquer ou de se attaquer, hein, ça veut dire que demander le retrait ou de ne pas demander le retrait. Eh bien, il y a un S étoile tel que, si je crois que tout le monde adopte ce niveau S étoile, je l'adopte également. Donc c'est un niveau, c'est un équilibre, au sens si tout le monde sait que tout le monde adopte ce niveau S étoile, tout le monde l'adopte. En même temps, c'est un équilibre qui a beaucoup de bonnes propriétés du point de vue stratégique, que je ne vais pas voir ici, on peut le comprendre en pensant au système de façon plus profonde, hein. Et ce niveau S étoile, ben, il est l'intersection de H de S' avec la bisectrice. C'est le niveau S étoile tel que H de S étoile égale S étoile. Et il y a un seul équilibre. C'est-à-dire que maintenant, je suis sorti de mon monde complètement indéterminé. Il y a un seul équilibre qui dépend, évidemment, et qui dépend aussi de la qualité, que je n'observe pas, mais qui dépend évidemment de la qualité. Alors, ce qui va se passer va dépendre de la qualité effective. Si la qualité est forte, il n'y aura pas. Si petit q est élevé, eh bien, il y aura pas panique. Si petit q est bas, il y aura panique. Et le q pour lequel le q qui sera limite aura une relation assez simple avec S étoile. Alors, j'ai cette relation, je ne l'ai mis pas. Imaginons que vous décidiez de participer à la panique juste au moment où la probabilité de faillite est 1,5. Je prends ce cas. Ça dépend vraiment du coût et des avantages qu'il y a pour vous en cas de retrait ou d'échec du retrait. Ça dépend des avantages. Mais admettons que ce soit exactement égal à 1,5. Alors je prétends en ce moment-là que mon modèle dirait que le Q, le bon Q, celui qui va apparaître, hein, c'est-à-dire que si Q est plus petit que 1,5, il n'y aura pas panique. Si Q est supérieur à 1,5, il n'y aura pas panique. Si Q est inférieur à 1,5, il y aura panique. Ce sera 1,5. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que pour S étoile égale 1,5, si je reçois le signal S étoile égale 1,5, je pense qu'il y a une probabilité 1,5. C'est le raisonnement de tout à l'heure, celui qui est ici. Je pense qu'il y a une probabilité 1,5 que qu'il y a une probabilité 1,5 qu'il y a la moitié des gens qui vont recevoir moins de S étoiles, donc qui vont paniquer. Mais cette moitié, c'est exactement le seuil qui fait que la faillite, enfin l'attaque réussit. Donc avec 1,5, en simplifiant tout, avec 1,5, eh bien, j'ai une vision déterministe de l'attaque et de la réussite de l'attaque. Si Q est plus petit que 1,5, alors il y a attaque, elle réussit. Et si Q est plus grand que 1,5, alors il n'y a pas d'attaque. Alors il y a ambiguïté à Q égale 1,5 puisque tout devient indifférent à ce moment-là. Voilà, alors c'était une montée assez sérieuse. On va s'engager maintenant, on va revenir dans la descente. Non, je vous montre parce que c'est assez caractéristique, ce type de modèle, des raisonnements qu'essaient de faire les économistes pour comprendre ces situations. C'est quelque chose qui est très lié à un des thèmes que j'ai mis en exergue dans la première session, qui est les anticipations. Ce que font les gens dépend de ce qu'ils croient qu'il va se passer. Là, en cas de la panique, c'est tout à fait évident. Maintenant, ayant dit ça, soit j'abdique et je dis on peut absolument rien dire, tout peut se passer, on arrête là. Soit j'essaie de comprendre ce qui pourrait se passer. Et là, je vous ai donné une histoire qui, à la fois, est plus réaliste que l'histoire dans laquelle il y a deux équilibres, hein,
et qui est relativement sophistiquée malgré tout, mais à la fois extraordinairement cohérente, et qui vous dit qu'il y a un seuil de fragilité au-dessus duquel la panique va l'emporter. La banque va faire faillite. Alors on va utiliser ça lorsqu'on essaiera de comprendre les réglementations, les politiques de la Banque centrale, puisqu'elles sont évidemment très liées à l'idée qu'elles se font des effets de ces politiques sur la longévité des institutions. Alors, spécificité des banques de dépôt, là, je reviens un petit peu en arrière. J'ai dit, on fait un peu de dépenses, on fait un peu de descente. Alors, je suis toujours dans la banque de dépôt simplifiée, où il y aurait que des dépôts à vue. Donc, à l'actif, il y a des réserves et des titres. Ça, c'est ce que j'ai prêté. Et au passif, il y a des dépôts et les fonds propres. Alors, les réserves plus les titres, c'est égal les dépôts pour les fonds propres. C'est l'égalité comptable. Alors, les réserves, je vais le dire tout à l'heure, c'est des réserves en monnaie centrale. C'est-à-dire, c'est le compte de la banque en monnaie centrale à la banque centrale. C'est ce qu'il y a sur le compte de la banque à la banque centrale. C'est les réserves. Alors, les dépôts à vue, Crédit Lyonnais, c'est la monnaie Crédit Lyonnais, je l'ai dit tout à l'heure. Les monnaies sont échangeables. Donc, je viens de le dire, la R, c'est les réserves en monnaie centrale, la compte à la banque centrale. Alors, évidemment, cette relation, c'est vrai au niveau d'une banque, mais elle est vérifiée par agrégation. Si je prends toute une série de banques qui ont ces caractéristiques, alors il est vrai que les réserves, plus les titres détenus par le système bancaire constitué de banques de commerciales de dépôt du type que je considère, est égale à la somme des dépôts, ici c'est des dépôts à vue, c'est mon hypothèse, plus la somme des fonds propres. Alors évidemment, il y a la banque centrale, elle a d'un côté l'or, le devise, les crédits à l'économie, et de l'autre côté la monnaie centrale, mais je passe là-dessus. Alors quel lien y a-t-il entre monnaie centrale et dépôt ? Je reviens ici. Alors évidemment, c'est quoi la monnaie centrale ? La monnaie centrale, c'est l'ensemble des dépôts à vue, je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais déjà dit du rapport, plus les billets. Les dépôts à vue, vous pouvez sortir votre carnet de chèques, les billets, vous pouvez aller acheter des choses. Donc, ce qu'on appelle la monnaie centrale, c'est donc la monnaie, pardon, je m'excuse, pas la monnaie centrale, la monnaie, c'est somme des billets à bleu plus des dépôts, c'est ce que j'appelle la monnaie. C'est la monnaie au sens de M1, ce n'est pas la monnaie en tous les sens. Qu'est-ce que c'est que la monnaie centrale ? Eh bien, la monnaie centrale, c'est ce qui est les dépôts des banques à la banque centrale, ce que j'appelle R, la somme des réserves à la banque centrale, plus les billets. Les billets, c'est aussi la monnaie centrale, c'est aussi la banque centrale qui les met. On pourrait l'appeler M0, puisque j'ai dit qu'il y a M1 qui est la monnaie basique en quelque sorte. M0, c'est la monnaie centrale, donc qui est égale à R plus B. Alors, R égale Z. Je pose maintenant quelque chose, j'ai toujours le droit de le faire, en disant que R égale ZD. C'est-à-dire que la monnaie centrale est une fraction, je prends Z plus petit que 1, des dépôts à vue. Alors, pourquoi ça peut être vrai ? Parce qu'il y a toute une série de législations, plus ou moins universelles, selon laquelle les dépôts que vous pouvez avoir à votre bilan doivent être gagés par des réserves obligatoires. C'est-à-dire, étant donné un dépôt, vous avez à mettre Z d'étoiles de réserve obligatoire, c'est-à-dire Z d'étoiles que vous devez avoir en monnaie centrale. Alors le problème, c'est que ce Z étoile, ces réserves obligatoires, ce n'est pas nécessairement le vrai Z, parce que les banques peuvent choisir d'avoir en monnaie centrale plus que Z étoile. Mais admettons que ce soit un coefficient relativement fixe, enfin, même s'il n'est pas fixe, alors on a, vous voyez bien entendu, que M égale 1 sur ZH. Donc si Z égale 5%, par exemple, ça voudrait dire que la monnaie en circulation dans l'économie est égale à 20 fois la monnaie centrale, c'est-à-dire les billets de banque. Là c'est en oubliant les billets. Si je n'oublie pas les billets, la formule est ici, grand M égale H. Donc c'est la monnaie centrale sur A plus Z 1 moins A, où A est la part des billets dans la monnaie que vous détenez. A, c'est la part des billets dans grand M. Donc si vous faites A égale 0, vous retrouvez la même formule, heureusement, mais la formule est absolument différente. Ce n'est pas de la théorie économique, c'est simplement de la relation comptable.
c'est de l'arithmétique élémentaire. Alors malgré tout, on a beaucoup fantasmé autour de ces formules, hein, et dire au fond 1 sur z, c'est un multiplicateur. Hein. Imaginons que z soit fixe, par exemple, parce que c'est un niveau de réserve obligatoire, les banques qui sont fixées, bien évidemment, il y a une relation univoque entre la monnaie disponible dans l'économie et la monnaie centrale. Donc en contrôlant la monnaie centrale, vous contrôleriez la monnaie dans l'économie. C'est une idée que les économistes aiment bien, c'est une idée que les banquiers centraux détestent. Mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, il n'y a rien de mystérieux dans ce que j'ai dit ici. Hein. Beaucoup de commentaires sur ces relations sont entourés de plein de mystères. Mais en fait, évidemment, la chose difficile, c'est de comprendre ce qui détermine éventuellement Z lorsque Z est endogène et pas exogène. Et pourquoi les banques choisissent-elles un Z éventuellement différent. Donc, ce n'est pas une théorie, mais c'est une remarque qui est évidemment importante. Alors, j'en viens donc aux questions sur l'équilibre du système. Au fond, ce système simplifié que je vous décris, une banque centrale, telle qu'elle est ici, et des banques périphériques, comment ça fonctionne? Je voudrais comprendre comment ça fonctionne dans des cas très simples, c'est dans des cas où il n'y a pas d'extérieur, parce que c'est plus compliqué, on sait bien historiquement c'est plus compliqué quand il y a l'extérieur, avec le problème des effets du commerce extérieur sur le système. J'aimerais comprendre comment ça fonctionne quand le système est relativement pur. Alors, naturellement, la question est de savoir qu'est-ce que font les banques. Ben, les banques, dans le monde que j'esquisse ici, hein, mais dans le monde réel aussi, elles font des prêts à court terme, par exemple, des découverts moyennant intérêt. La question, c'est jusqu'où vont-elles aller? C'est-à-dire, alors les découverts ont été longtemps limités aux effets de commerce. Vous donniez une lettre de change, vous donniez ça s'appelle Bill of Exchange en anglais, je pense que c'est lettre de change en français, et vous veniez à la banque et on vous donnait de la monnaie, enfin vous ouvrez un compte, moyennant évidemment intérêt, et naturellement ce billet était indiqué que vous seriez remboursé ou que l'entreprise qui avait ce billet avait un avoir disponible à une date ultérieure. Donc on lui prête de l'argent aujourd'hui, et c'est un prêt à intérêt. La question, jusqu'où on peut aller? Ça, c'est une bonne affaire, a priori, pour les banques, puisque, à nouveau, elles ouvrent... il suffit qu'elles fassent un jeu d'écriture, hein, disant que monsieur a un découvert correspondant à un temps, etc. Naturellement, elles ne peuvent pas jouer ce jeu trop loin. Parce que si elles ont trop de découverts, eh bien, la personne à qui elles ont consenti des découverts va naturellement faire des dépenses. Ces dépenses signifieront que les autres banques auront un crédit sur la banque qui a consenti le découvert. Comment ça va se passer? Alors évidemment, la banque peut se tourner vers la banque centrale. Et la Banque centrale, pendant très longtemps, a fait du réescompte, c'est-à-dire que vous lui donniez votre effet de commerce, et elle vous donnait de la monnaie centrale contre cet effet de commerce à un taux qui était fixé, enfin très souvent en tout cas, d'avance. Alors évidemment, on aimerait bien comprendre le fonctionnement de ça, et on voit bien quelles vont être les variables importantes. On voit bien qu'il y a on pourrait avoir les réserves obligatoires. Les réserves obligatoires peuvent être quelque chose qui joue un rôle. Puisque vous savez, lorsque vous augmentez lorsque vous créez de la monnaie, vous avez à avoir de la monnaie centrale en contrepartie. Donc il faut que vous la trouviez. Deuxièmement, quand la banque... il y a bien entendu le taux de l'intérêt, alors dans le cas que j'ai dit, le taux de réescompte, hein, qui était éventuellement un taux annoncé, mais il y a éventuellement le taux d'intérêt plus généralement auquel vous pouvez obtenir de la monnaie centrale. Alors soit vous l'obtenez sur le marché, la monnaie centrale sur le marché interbancaire, parce que tout le monde a de la monnaie centrale sur le marché, toutes les banques ont de la monnaie centrale, donc elles peuvent se l'échanger à un certain taux d'intérêt. Hein. Soit plus ou moins directement, vous l'obtenez de la banque, hein, soit au taux fixe, c'est le cas de la réescompte de tout à l'heure, hein, soit un taux variable et plus ou moins discrétionnaire, qui est lié d'ailleurs
qui est contrôlé via des opérations qu'on appelle d'open markets. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire que la banque vend ou achète des bons du Trésor, par exemple. Alors, on aimerait bien comprendre comment il y a beaucoup de variables dans ce système sur lequel je peux jouer, mais j'aimerais bien comprendre comment fonctionne ce système simplifié. Vous voyez bien que ça va dépendre des relations entre les banques. Si par exemple, moi je fais un découvert à quelqu'un qui n'a des dettes qu'avec des gens qui sont dans ma banque, qui doit payer des gens qui sont dans ma banque, c'est simplement un jeu d'écriture. Ça ne me coûte rien. S'il doit payer des gens dans toutes les autres banques, eh bien, ça va impliquer des relations entre toutes ces banques. Et ce qui va se passer va dépendre de la vitesse relative à laquelle chacune des banques augmente ses découverts. C'est ce qu'on pense intuitivement. Si maintenant on a un système extraordinairement, par exemple, dans lequel les banques seraient sur un cercle, et mes clients auraient tous des dettes vis-à-vis ou les gens à qui je conçois des découverts auraient tous des dettes vis-à-vis de la banque située immédiatement à ma droite, et ceci vrai pour tout le monde. Vous auriez un genre d'effet domino. C'est-à-dire que s'il y avait un paiement qui ne se faisait pas, ça tirait dans la chaîne. Donc on aimerait bien comprendre comment fonctionne ce monde simple, et on ne sait pas. C'est-à-dire que j'ai posé la question à tous mes collègues spécialistes d'économie monétaire, en commençant par une grande star internationale comme Mike Woodforge. Je lui ai demandé, on a bien des modèles qui nous racontent ça, c'est très important d'essayer de comprendre ça. Il m'a dit non. Et ceci m'a été confirmé. Alors, si vous connaissez un modèle qui raconte ça, je suis preneur, parce que je trouve que ça éclairerait singulièrement notre lanterne. Alors maintenant, si on n'a pas de modèle pour le faire, on peut regarder ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc, c'est un petit peu ce que je vais... et les controverses que ça a suscité. Bon, plutôt que vous raconter l'histoire, je préférais, si j'avais un modèle, je vous le raconterais et je vous dirais voilà ce qui fait que le système est relativement stable, pas stable, voilà ce qui pose des problèmes, etc. Je m'en remets à l'histoire qui, par ailleurs, est peut-être donnera sans doute peut-être des meilleures informations que mon modèle. Malgré tout, j'aurais bien aimé avoir le modèle. Alors, pour ça, je vais vous raconter 2-3 choses. La première, c'est sur le cas anglais. Et c'est à partir il y a un livre très influent qui s'appelle de Bagehot. Alors, Bagehot, ce n'est pas un banquier central, c'est un journaliste londonien. Il a écrit un livre en 1873 qui s'appelle Lombard Street. Alors, si j'ai bien compris, Lombard Street, c'était la rue où était la Banque d'Angleterre à l'époque. Je crois que c'est toujours le cas, d'ailleurs. Et donc, il explique un peu comment fonctionne le système bancaire anglais. Et c'est un classique. Alors, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Alors, à nouveau, les banques, leurs affaires étaient liées aux effets de commerce, qui étaient en général des promesses de payer à 90 jours. La banque donne de la monnaie aujourd'hui, rembourser intérêt capital dans 90 jours. Alors, à quel taux d'intérêt elles font cette opération? Ça dépend de l'offre, ça dépend de la demande, puis ça dépend de leur offre aussi, qu'il faut essayer d'expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crise? C'est quand il y a une demande soudaine de cash. Lorsque le système, pour une raison ou une autre, que j'aimerais comprendre un peu mieux, mais pour une raison, fait qu'il y a beaucoup de demandes de cash auprès de la Banque centrale. Alors, la Banque centrale, à ce moment-là, à nouveau, c'est une banque parmi les banques, mais c'est une banque... Alors, depuis 1844, apparemment, elle avait le privilège d'émission des billets, mais émission limitée avec des règles assez strictes en ce qui concerne la relation avec l'or. Et elle procédait à des opérations d'escompte telles que j'ai décrites tout à l'heure. Vous avez votre effet de commerce que vous avez financé, vous avez besoin d'argent, vous allez à la banque, et il y a un taux de réescompte auquel elle réescompte votre effet de commerce. Et c'est sur ce système que réfléchit Bagehot. Et Bagehot met l'accent sur la responsabilité collective qu'il y a de la Banque centrale, qui est assez évidente, c'est bien entendu implicite à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, parce que si une banque tombe, eh bien, elle doit de l'argent également, donc il peut y avoir un effet en chaîne, c'est l'effet domino que l'on redoute. Donc il met l'accent là-dessus, et il met en place, il esquisse une doctrine dans laquelle la Banque centrale a comme fonction d'être le prêteur de dernier ressort. Et il a une formule célèbre qui résume un petit peu sa vision du monde, c'est
lend freely but at high rates. Prêter librement mais à des taux élevés. Voilà, donc ça c'est le point de vue de Bagot. Je vais... Donc c'est un petit peu... Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'elle devrait prêter freely but at high rates? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, je vais revenir sur cette idée à partir de mon modèle de tout à l'heure, modèle des paniques bancaires. Et je vais en conclure que ce n'est pas si extraordinaire que ça. Mais je ne sais pas si ça met en cause la sagesse de Bagot ou la crédibilité du modèle que j'utiliserai, on pourra en discuter. Et comme il est 28, mais il va être 29 dans quelques secondes, je crois que je vais m'arrêter là et on va reprendre, comme à l'habitude, à 34. Alors on va continuer sur les États-Unis. Je suis assez en retard, j'ai été beaucoup plus lent. Donc si vous le voulez bien, on prend 5 minutes de pause. Merci.